Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Dans un instant, ici et maintenant plutôt, il est avec nous, monsieur Camara Ahmed de Paris. Bonjour. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue. Mohamed Mara. Monsieur Camara, nous avons eu le plaisir de vous recevoir ici dans plusieurs numéros de notre émission de campagne. Il était très actif. Exactement, extrêmement actif et surtout qui fulminait d'idées par rapport notamment à l'insalubrité. Il y a beaucoup d'autres questions qui concernent la mairie de Matoto. Mais dites-moi, il semble que vous soyez en plein cauchemar aujourd'hui. Vous êtes désabusé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, tout à fait. Bon, je vais un tout petit peu revenir sur ce qui s'est passé. Bon, je ne serai pas long puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je pense. Oui. Donc, comme vous savez, à un moment donné, j'ai été coopté par le parti. C'était un moment où il y avait beaucoup de flou autour des candidatures indépendantes. Donc, on était à peu près incertain d'y aller. Donc, du coup, mon père qui a un parti qui s'appelle AGD, qui est aussi un parti allié au RPG, et aussi, vu ma proximité, vu que je le rappelle, que je fus quand même conseiller humanitaire et culturel de la première dame de Guinée pendant 4 ans. Ouais. Donc j'ai eu aussi à être introduit chez le chef de l'État, je l'ai connu plusieurs fois et que je l'ai rencontré. Donc du coup c'était un peu plus facile par là. Mon père qui est aussi conseiller politique à la primature, donc tout était là pour que je sois vraiment dirigé vers le parti. C'était pas vraiment ma volonté, mais je me suis retrouvé là. Tout était là aussi pour que vous alliez, pour que vous empruntiez votre propre chemin. Tout à fait. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, Ahmed ? C'est ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui c'est la désillusion, Ahmed, chez vous. Tout à fait, pas que chez moi, puisque comme je l'ai dit, j'ai fait un mea culpa où j'ai présenté mes excuses à la jeunesse, à toutes ces personnes, puisque j'étais suivi par tous les jeunes guinéens, c'est-à-dire de tous bords politiques. Donc ces jeunes-là avaient vraiment confiance en moi, ils avaient cru en moi. Donc, mais lorsque vous avez la pression parentale, nous sommes en Afrique, nous sommes quand même des gens qui respectent la famille et tout. Donc un père qui est allié avec le RPG, qui est aussi conseiller politique, c'est pas facile. Donc du coup, moi j'ai été quand même dans l'obligation d'aller avec le RPG, mais avec beaucoup de réticence. Je me suis retrouvé là et j'ai fait ce qu'il fallait pour le parti. Et tout le monde est unanime là-dessus. C'est-à-dire qu'à Matoto, vous m'avez reçu ici, j'ai communiqué plusieurs fois pour le parti. Donc je ne comprends pas, puisque nous, on nous a dit, si bien dit, au parti, que ce soit au niveau du CSE, que ce soit le chef de l'État lui-même. Il a annoncé à Kérouané que le plus important n'était pas le positionnement sur la liste, mais le plus important, c'était ce qui se passait sur le terrain. À ce niveau, justement, est-ce que vous n'avez pas, si vous voulez, fait preuve d'un peu de niaiserie, excusez-moi du terme, entre guillemets. Tout à fait. Vous avez été crédule quand même en croyant que le positionnement sur la liste n'était pas le plus important. Parce qu'à un scrutin de liste, forcément, s'il y a 10 élus, ce sont les 10 premiers. Mais je crois savoir que vous êtes retrouvé à la 26e position sur la liste, qui finalement n'a eu que 14 élus. C'est vrai. Au départ, j'étais 5e ou 3e sur la liste. Après, au départ. Après, je me suis retrouvé. Mais comme vous savez, le RPG... C'était un peu le cas aussi de ce jeune Badi qui était, bien positionné, mais qui s'est retrouvé dans le ventre mou de la liste. Et finalement, il a dit niet, il n'est pas. Et lui, il a pris ses responsabilités. Il n'est pas allé. Il a demandé qu'on enlève son nom. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Voilà. Moi, j'ai eu à contacter des autorités, justement. J'en ai parlé à mon père. J'ai eu à parler aussi avec des personnalités du RPG du pays. Est-ce que vous avez parlé avec le président Ahmed par rapport à ce positionnement? Parce que nous, on a cru, en tout cas, j'ai appris à l'époque qu'on vous avait promis tout simplement le poste la tête de liste, le poste de maire. Est-ce que vous avez eu une telle promesse? Non, on ne m'a pas parlé de tête de liste, justement. On m'a fait comprendre que l'histoire de tête de liste n'existe pas, justement. Au RPG. Pourquoi? Parce que eux, ce qui leur intéressait ici, c'était de retrouver des candidats potentiels qui pouvaient représenter dignement le RPG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RPG savait consciemment qu'il avait un problème avec la population. C'est-à-dire que nous-mêmes, moi-même qui vous parle comme ça, lorsque je suis allé vers les populations, ça n'a pas été facile au départ. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Le fait que j'ai eu à poser des actes positifs dans ce pays, c'est ce qui a fait que les jeunes et les populations m'ont accompagné. Donc ces populations aujourd'hui, nous ne pouvons même pas répartir vers ces populations parce que ces gens nous appellent tout le temps pour nous demander quelle est la suite. C'est-à-dire que ces gens ont donné leur voix au parti RPG grâce à nous, par rapport à notre travail, par rapport à notre crédibilité. Et j'ai été très clair avec le parti dès le départ. Lors de la première réunion, j'ai dit qu'aujourd'hui nous étions là et que nous mettions notre crédibilité en jeu. Nous ne pouvons pas, simplement, ce qui nous fait encore plus mal, puisque je ne suis pas la seule victime dans ce qui se passe, c'est d'avoir mis notre argent, nos projets, notre énergie et
ceux qui n'ont rien fait, parce que apparemment c'était un coup qui était vraiment bien ficelé. Pourquoi vous vous considérez comme victime, clairement? Non, quand je dis victime, c'est-à-dire que lorsqu'on se bat pour un idéal, lorsqu'on se bat pour une réussite... Lorsque vous avez mouillé le maillot. Lorsqu'on a mouillé le maillot, nous ne nous sommes pas invités en politique pour amuser la galerie. Nous sommes en politique pour essayer de faire changer les choses. Aujourd'hui, nous voyons que la jeunesse guinéenne n'a rien du tout dans ce pays. C'est-à-dire qu'on vient de nous dédier 2 mandats, à nous et les femmes, aux femmes, et nous ne voyons rien derrière. C'est-à-dire que les femmes ont fait, nous jeunes, nous sommes en train aussi de dédier des choses au gouvernement et au professeur Alpha Condé, tels que Pas sans elle, tels que les jeunes oubliés du pouvoir, les jeunes guinéens, les oubliés du pouvoir. Donc clairement, le RPG s'est servi de vous. Non, le RPG s'est servi de moi, et ce qui me surprend le plus dans cette histoire, c'est-à-dire que bon nombre de personnes m'ont tiré les oreilles pour me dire attention. C'est-à-dire que j'ai rencontré... J'ai été prévenu. Ouais. Mais vu qu'il y avait des personnalités vraiment, des gens en qui... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement, je dis par là que le RPG... Voilà, le RPG devrait comprendre une chose. Il faut que le RPG soit un parti ouvert. C'est-à-dire que le RPG... C'est quoi le problème au RPG? Non, le problème au RPG, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà dans le parti pensent que le parti est leur bien commun. C'est ça. Alors que pour la plupart d'entre eux, ils sont incompétents. Ouais. Nous l'avons vu sur le terrain. Il y a cette réaction d'Ahmed Kourma qui corrobore vos propos. Cela prouve que ces vieux ne sont aucunement disposés à laisser s'opérer le renouvellement des générations. Mais c'est ça. C'est-à-dire que justement... Si la jeunesse se mobilise, nous allons montrer qu'une alternative générationnelle est possible dans ce pays. C'est-à-dire que 2020 qui arrive, il y aura beaucoup de dessus. Parce que tous ces politiques qui sont en train de crier de gauche à droite, pour nous, à nos yeux, ils n'ont encore rien fait pour cette jeunesse. Alors sur les leçons, parce qu'il ne reste que 3 minutes. Quelles leçons vous tirez? Parce que nous comprenons largement que lors de la prochaine mise en place des conseillers communaux, vous ne serez pas du tout conseiller communal. Il n'est pas conseiller, il n'est pas élu. Quelle conclusion vous en tirez finalement? Ce que j'en tire de cette expérience, comme leçon. Oui. Tout d'abord, je m'en vais remercier les populations de Matoto, toutes ces personnes qui ont cru en moi, qui m'ont suivi, parce que j'ai fait une grande campagne communale, c'est-à-dire que tout le parti est unanime là-dessus. Mais je veux dire par là qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on cesse d'exploiter la jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait aussi que la jeunesse comprenne une chose. Il faudrait qu'on sorte de ce parasitisme social. Parce qu'aujourd'hui, on nous a mis dans un trou et on a du mal à ressortir. Pourquoi? Parce qu'on ne nous donne aucune chance de nous en sortir. Et je pense aujourd'hui que nous autres qui essayons de montrer la voie, de prouver réellement de quoi cette jeunesse guinéenne est capable, on nous bloque aussi. Parce que c'est pas faute d'avoir essayé. C'est-à-dire... Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes senti trahi, utilisé. Oui. Mais maintenant, c'est quoi le mot de la fin? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi les perspectives? C'est quoi les perspectives? Quel rôle vous comptez jouer désormais sur la scène politique à l'orée des échéances électorales importantes comme les législatives et comme la présidentielle de 2020? Tout à fait. Qu'est-ce que la jeunesse peut attendre de vous? Et si ça en est terminé aussi, la collaboration avec le RPG, c'est important. Ça c'est clair. Je ne serais pas là si c'était le cas. Donc je veux dire par là aujourd'hui que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes parlent de leader. Et pour moi, à mon sens, le leadership ne tombe pas du ciel. D'accord ? Il se trouve on le trouve dans le creuset de la performance, de la formation et aussi de l'abnégation. Donc je veux dire par là que nous, jeunes Guinéens aujourd'hui, nous devons gagner notre indépendance économique à la sueur de notre front. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on nous donne l'opportunité de nous en sortir dans ce pays. Moi, je suis en train de parler, parce que moi, j'aime pas trop poser, j'aime pas trop parler, critiquer, etc. Je préfère apporter des solutions, poser des choses, des actes pour cette jeunesse guinéenne et aussi pour les populations. Donc je pense aujourd'hui que la Guinée a réellement besoin d'enfants dignes, des gens intègres qui penseront avant tout au peuple, avant de penser à leur propre intérêt. Bien. Tout ce que nous vivons aujourd'hui est regrettable dans ce pays. Vous pensez que l'actuelle classe politique, dans sa configuration actuelle, vous pensez qu'elle est totalement disqualifiée pour 2020 et qu'elle ne peut pas apporter grand-chose à ce peuple? Tout à fait, parce que nous ne pouvons même plus parler d'une opposition responsable. Et nous parlons d'une mouvance qui regroupe tout à son sein. Donc je pense aujourd'hui que la solution pour la Guinée, ça viendra forcément
d'une personne, d'un mouvement. Ça viendra de l'union des jeunes. D'une personnalité indépendante. Vous serez en faveur de candidatures indépendantes à la présidentielle de 2020? Je pense que ça sera la solution. Est-ce que vous allez y travailler? Est-ce que vous allez vous battre pour que cela soit permis? Je vais me battre et je me battrai de toutes mes forces. Pour cela, il faudrait retoucher la Constitution. Et qui parle de retoucher la Constitution en ce moment, c'est à quoi ça va rimer. Faites attention. D'accord. Dernière question, Mafoudia. Alors, ma question, c'est autour de la jeunesse. Souvent, on parle de jeunesse face à des crises comme ça. C'est vrai qu'on en appelle à l'union de la jeunesse. Mais lorsque le moment opportun se présente, on a l'impression que c'est une jeunesse qui ne se retrouve pas. C'est des candidatures par-ci, par-là, pas de soutien. Et quand il y a soutien, on sent toujours derrière des intérêts économiques. Comment comprendre cet échec de la jeunesse à se retrouver et à se battre pour atteindre justement cet objectif que nous clamons toujours, une Guinée meilleure avec une jeunesse dynamique? Justement, si seulement la jeunesse avait de l'emploi, si seulement la jeunesse était indépendante dans ce pays, je pense que la jeunesse aurait pu faire... Il n'y a rien de tout ça. Alors comment sauter le pas? Comment sauter le pas, justement? Quand on est venu en politique, c'était pour ça. C'était pour montrer justement que les jeunes sont capables d'aller au-delà. C'est-à-dire que l'audace, nous savons que la Guinée est un pays historique. C'est-à-dire que le Guinéen est historique. Moi, je suis l'homonyme du feu Ahmed Sékou Touré. Et je suis fier de l'être aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Ahmed Sékou Touré a hérité d'un pays et non d'un État. Il en a fait un État. D'accord? Il a mis toutes les conditions possibles pour le jeune Guinéen de s'en sortir. Mon père a été gouverneur de région à l'âge de 28 ans. Cela n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui devraient se refaire dans Ahmed Sékou Camara, notre invité en ce jeudi. On arrive au terme de votre temps d'interview. Ahmed, vous regardez cette caméra et vous vous adressez à la jeunesse de Guinée, à la jeunesse donc à conscientiser, on va dire comme ça, de Guinée, qui vous écoute à l'instant. Voilà, jeunes de Guinée, comme vous savez, on a un seul combat, c'est-à-dire que nous devons, dès maintenant, retrouver notre indépendance à la sueur de notre front, comme je le disais tout à l'heure. Nous devons sortir du parasitisme social, c'est-à-dire que nous devons nous lever, nous battre pour notre propre avenir, puisque la Guinée, c'est nous. Nous sommes le présent et le futur de la Guinée. Et je pense que pour tous les jeunes conscients aujourd'hui, là, le gouvernement, que ce soit le gouvernement, nos parents, tout le monde commence à comprendre que les jeunes ont compris. C'est-à-dire que nous partons pour une Guinée meilleure et je pense que nous pouvons être la solution pour ce pays. C'était notre premier invité, M. Ahmed Sékou Camara, opérateur culturel. Il était sur la liste du RPG Arc-en-Ciel dans la commune de Matoto. Il a la langue de bois, il est déçu. Ahmed Sékou Camara, merci d'être passé par ici. Moi qui vous remercie. La suite, dans un instant. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Monsieur Ba, merci d'être venu jusqu'à nous de Kindia. Bonjour. Bonjour, bien, Espace le plaisir TV. De vous accueillir dans Merci ce studio. beaucoup, il est partagé. Bien. Pour commencer avec Mafoudia. Alors la question que je pose, 5 mois après ces communales, les élus toujours pas installés, est-ce qu'il fallait s'y attendre? Malheureusement, non. Nous sommes tous témoins d'une situation extrêmement grave sur le plan, n'est-ce pas, politique. Les communes sont créées pour assister l'État national. C'est leur raison d'être en Guinée. Et nous avons malheureusement une situation qui montre que nous avons une équipe au pouvoir avec un parti politique et son président qui ne sont pas là pour œuvrer à ce que la Guinée ait de la démocratie. La démos, peuple, la cratie, le pouvoir politique en grec. Et donc, ça doit interpeller les Guinéens sur base de l'article 2 de la Constitution, la souveraineté nationale. Il est hors de question en démocratie qu'un petit clan, qu'un petit groupe d'individus, quel qu'il soit, prenne en otage l'ensemble des nations de 1 million, 2 millions, 5 millions donc, ou 10 millions. Vous rejetez toute la faute au RPG Arc-en-Ciel et au parti au pouvoir. Bien évidemment, qui sont au pouvoir? Ce n'est pas eux. Mais c'est très simple. Ici, vous gérez le studio. Si il y a une situation ici, vous êtes responsable. Donc aujourd'hui, la situation, le gouvernement central est chargé, de par la Constitution et la loi électorale, d'organiser les élections en Guinée. Au même moment, on vous accuse, vous de l'opposition aussi, de faire de l'obstruction au moment où le contentieux électoral a été précédemment vidé et conformément à la loi. L'opposition ne fait que sauver la Guinée face à une machine infernale de culture de vol politique en Guinée. Les grandes gueules. Bien entendu, nous avons les preuves. Chaque fois, on crie aux voleurs en Guinée. Cette année, on les a dans la main dans la poche. Alors, vous les avez dans Nous la main avons dans la donc poche. l'opposition. Je reprends la question. L'opposition et l'œuvre déjà en question, cette fois-ci, a tout fait pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre à néant
cette volonté systématique de RPG à gouverner avec des voleurs au pouvoir. Nous avons les preuves à Kindia, je les ai ici avec moi. Bien. Donc on sauve la Guinée, on sauve la Guinée face à des gens qui n'ont rien compris de la démocratie. Vous comprenez? Donc l'UFDG est déterminé, mon parti, avec à aller jusqu'au bout. Il faut que ça soit clair. Nous sommes déterminés à sauver le vote universel, secret et légal. Aujourd'hui, avec cette intransigeance, vous remarquez que le processus électoral, il est au point mort en Guinée. On n'est pas en train de parler des législatives. Mais qui est responsable? Mais quand même, il faut que les lignes bougent d'une manière ou d'une autre. Vous voulez qu'on cautionne le vol? Nous avons un résultat des élections. Pardon? Vous avez réclamé les vrais résultats des élections. Mais bien évidemment, parce qu'on a la preuve. Si on n'avait pas de délégués dans le bureau de vote, on n'aurait pas pu avoir les vrais résultats. On pense qu'il n'y a pas d'élection sans fausse note tout de même. Non, écoutez, ça c'est cautionner, n'est-ce pas, le vol en élection. Le gouvernement doit œuvrer. Écoutez, il ne faut pas aller avec la légèreté. Ne dites pas que parce qu'on est humain, on peut fauter. Non, il faut tout faire pour ne pas fauter. Donc, aller dans un postulat pareil, c'est cautionner la légèreté et la foutaise pour les Guinéens. Qu'est-ce qui se passe? Tant que ces résultats ne seront pas donnés, bien évidemment, on va continuer dans ce blocus. Nous avons des plans en crescendo. C'est quoi ces plans? Non, écoutez bien. Pour le moment, nous sommes... Ils ne vont pas démasquer tout ça. On ne peut pas dévoiler... Non, on ne peut pas dévoiler des stratégies politiques sur un plateau de télévision ou de radio. Ce qui est clair, c'est que nous avons les vrais résultats. Et cette fois-ci, contrairement à 2010, 2013, 2015, nous avons le voleur politique en Guinée en main. C'est quoi les preuves? C'est qui les preuves? Je prends un exemple sur Kindia. Comment ça se passait à Kindia? À Kindia, ce qui se passait, voici, je vous en prie. Voici le dossier élection communale de Kindia 2018. Tenez le micro, Et nous avons... Qui a gagné à Kindia? C'est l'UFDG qui a gagné de manière spectaculaire à Kindia. Les grandes gueules. Les preuves sont là. Alors, puisque vous avez des preuves, comment est-ce que ça s'est passé? Attendez, oui, je vais expliquer. Je suis venu avec ça pour pouvoir fonder mon argumentaire. Allez-y. En droit, on ne parle pas dans le vide. Il faut des preuves, soit l'article ou des chiffres. Voici ce qui se passe. Kindia a été une zone sécurisée. Nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous sommes des jeunes intellectuels, génération nouvelle, qui font de la politique pour rendre hommage et honneur aux Guinéens. Il faut que ça soit clair dans ce pays. La légèreté, ce n'est pas notre affaire. On a bossé à Kindia. Nous avons ramassé des ordures, on a fait des ponts, on a fait des routes, et tout le monde... Mais tout le monde est au courant de ça. Vous avez quand même un bilan, franchement. J'ai un bilan. Il est approuvé. Et le RPG est malmené, déstabilisé, désorienté, malmené à Kindia. C'est la politique, c'est la géopolitique. Le terrain commande en politique. Regardez donc les élections à Kindia. Je donne juste ici un échantillon concernant les élections à Kindia. Allez-y. Vous avez à Kassia, nous avons eu UFDG 702, le RPG 168. Nous avons Solia, le UFDG a eu 1301, le RPG 138. Philippe B, UFDG 1258, RPG 69. Galawawa 706, UFDG, RPG 66. Sambaya 2140 pour l'UFDG. Et le RPG 352. Ce sont les résultats proclamés par la CENI. Les résultats vrais. Attendez. Non, les résultats nous sommes à votre disposition ou les résultats proclamés? C'est les résultats réels des bureaux de vote. Donc c'est que vous appelez les vrais résultats. Filmés par des citoyens qui étaient présents. Nous sommes dans un monde aujourd'hui global. Attendez. Ce sont les résultats que vous avez récoltés, les chiffres récoltés. C'est les résultats récoltés des bureaux de vote. Bien. Qui nous servent de base. Qui étaient affichés. Qui nous servent de base de comparaison et de réclamation. Si on n'avait pas de délégués dans les bureaux de vote, le vol aurait été anonyme. Ces résultats, ils ont été falsifiés. Ils ont été falsifiés au niveau... J'en arrive, attendez, j'ai fini. Je dis à Sambaya, l'UFDG a eu 1140 voix. Non, on va aller vite. Attendez, j'ai fini. Oui. Le RPG 352. J'ai fini. Sinania, l'UFDG 1088, RPG 344. Et puis enfin, Kengibia, l'UFDG 1100, le RPG 150. Et enfin, Wondima, mon quartier, quartier Malinké, Soussou et Peul, nous avons eu 1770, le RPG 260. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons donc ceci à la centralisation. Ce faux résultat qui fait la honte des Guinéens. Des magistrats à la solde d'une entreprise systématique du vol universel, légal et secret dans la démocratie. C'est extrêmement grave. Ce résultat est faux. Il est minable et il fait la honte des Guinéens. Monsieur Yaya Karabakaba a été soumis à un vol contre Kindia.
Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la CACV. La CACV Kindia, je prends aussi ici un échantillon portant sur 4 quartiers. Abattoir 1. L'UFDG reçoit 332. À la CACV, à la centralisation, en Katimini là-bas, en Katimini, monsieur Yaya Kerbakaba donne 306. Moins 26 pour l'UFDG, ou bien contre l'UFDG. Le RPG, résultat terrain, 395. CACV intérieur, 1110. Il faut qu'il nous montre où est-ce qu'il a pondu ce résultat. Les grandes Deuxièmement, vous avez abattoir 2. Vous y allez très fort. Je suis désolé. Ouais. La Guinée, il faut la sauver ou bien il faut la quitter. Eh bien. C'est très simple. Nous avons maintenant vous avez le RPG. Exceptionnel. RPG 562 voies, terrain. Monsieur Kabayaraba donne 1057 à la CACV. Il pense qu'on n'a pas à l'œil. Et puis, j'avais la banlieue. Le RPG 567, résultat terrain, comme il dictait ici, Yaya Kabayaraba donne 1380 au RPG. Et puis enfin, Salakoleya, c'est un échantillon que je donne. Le RPG reçoit 764, il donne au RPG 1784 voix. Ce qui fait une différence de 1020 voix. Et le FDG, Salakoleya, 323, il diminue à la CACV 201. 122 voix diminuées à l'UFDG. Cette opération, elle est nationale. Voilà comment, cette fois-ci, n'ayant pas pu voler dans les bureaux de vote et au niveau de la transmission des voix, ils ont été téléguidés, télécommandés pour commettre le crime politique électoral. Je pèse mes mots. Les malgré tout, vous êtes retrouvés Voilà les résultats. C'était un échantillon. Ce résultat donne ici, volé pour RPG, 3043 voix. Le FDG, pour 4 quartiers, nous avons moins 204. 3043 plus 204, ça vous fait 3247 voix volées dans 4 quartiers. Or, la Kindia fait 33 quartiers, 13 districts. Faites le calcul. Il est extrêmement sérieux. Et cette fois-ci, notez bien, nous sommes les activistes de la démocratie. Et à Kindia, nous donnerons une très bonne leçon de démocratie à un régime qui se croit encore, n'est-ce pas, aux antipodes de l'humanité. La Guinée doit marcher. La Guinée doit avancer. Et nous, jeunesse de Kindia et femmes de Kindia, on est déterminés à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous entendez par aller jusqu'au bout? Nous allons. Mais la population. Vous n'allez pas du tout reculer. Mais au contraire, mon quel que soit les cas de figure. Voici le dossier de Kindia. J'ai ici tous les PV issus des bureaux de vote, de 269 bureaux de vote. J'ai envoyé plus de 500 personnes, femmes et hommes, jeunes filles et garçons, adultes et jeunes, dans les 262 bureaux de vote à Kindia. C'est ce qu'ils ignoraient. On l'avait à l'œil. Quand vous êtes voleur, on vous surveille. Bien. Monsieur Abdoulaye Ba, tête de liste UFDG à Kindia. Il est aussi le président de la délégation spéciale de la ville des Agrumes. Il est notre invité en ce jeudi. Ahmed, c'est clair qu'on parle parfois de géopolitique. On ne sait jamais. Et si par hasard, et du côté de Conakry, il y avait des tête-à-tête avec le président de l'UFDG et que la grosse surprise, on parvenait à dire qu'il faut accepter ces résultats. Quelle va être votre position? Lesquels? Vous voulez lesquels? Les nôtres, vous voulez dire? Si jamais, la question est claire. Si jamais il y a un accord politique entre opposition, est-ce que vous allez vous y plier? Quoi qu'il en soit, nous à Kindia, je ne dis pas ailleurs, nous faisons partie d'un lot de 5 communes urbaines. Je vous dis, allez à Kindia, demandez qu'est-ce qu'on a fait pendant les 2 ans de la direction spéciale. Même le RPG, comme l'a dit ici ce monsieur Mohamed Ahmed Sekou, le RPG avait du mal à présenter des candidats tête de liste. Parce qu'en fait, ils se sont tellement décrédibilisés que personne n'avait le courage d'aller expliquer ce qu'est le RPG et leur politique. Et à Kindia, au point que même le RPG a voté dans ce lot ici, a voté pour l'UFDG. C'est paradoxal. Alors, c'est pas une formule. Vous ne répondez pas à la question d'Ahmed. Ce qu'il veut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tractations. Oui. Et c'est possible. C'est une possibilité qu'il y ait un accord, un deal qui voudrait qu'on octroie certaines communes ou certaines localités de facto à tel ou tel parti. Et s'il arrivait qu'on attribue Kindia directement au RPG Arc-en-Ciel. Il est hors de question. Ça serait suicidaire. Alors c'est quoi pour vous c'est pas pour vous l'approche des solutions? Est-ce qu'il faut dans certaines circonscriptions électorales qui sont litigieuses, est-ce qu'il faut reprendre les élections ou bien il faut annuler carrément? Il y a 3 postulats qui sont très simples. Premièrement, c'est d'abord la contestation, la réclamation
n'est-ce pas, du butin volé. Ils ont volé, on les a attrapés la main dans la poche. Vous comprenez? Tenez-moi ça, s'il vous plaît. Bien. C'est de la symbolique. Il y a un voleur que vous avez attrapé, il est là. Le butin est dans la main. Soit il ouvre la main, on reçoit le butin, l'affaire est réglée. On t'a pas vu, tu nous as pas vu, c'est très simple, hein. Moi je suis ancien, c'est symbolique. Hein. Donc le dossier est réglé, donc il remet les vrais résultats. À Kindia, tout calcul fait, nous avons plus ou moins 21 conseillers communaux de l'UFDG. Sur combien? Sur 41 conseillers locaux. Vous comprenez? Nos calculs nous donnent 22 805 voix à Kindia qui ont voté pour moi et pour l'UFDG. Si donc le premier postulat marche, à savoir on ouvre la main, le butin est récupéré, tant mieux pour RPG, tant mieux pour Alpha Condé et tant mieux pour la Guinée. Bien. Deuxième postulat, soit on fait l'élément comparatif. Nous avons ici les preuves irréfutables, incontestables et tangibles et concrètes. Nous avons ici, montrez bien, hein, on compare, on fait un rapprochement entre ce qu'eux ils ont à la CENI ou à la CEPI, c'est eux qui savent ce qu'on appelle ça, et nous ce qu'on a ici comme élément comparatif. Vous comprenez? Et puis à ce moment-là, on est prêt à accepter l'issue de la comparaison. Ou bien, fatal, on recommence les élections. Et cette fois-ci, les 17 conseillers volés de manière criminelle à Kindia vont s'effriter comme de la neige sous un soleil. Parce qu'ils n'auront même pas 5 conseillers. Oui, bien entendu. Je vous assure, sur l'honneur, si le RPG pouvait avoir le malheur d'organiser des élections en Guinée, de recommencer, n'est-ce pas, ces élections, je vous jure, à Kindia, ils allaient avoir la plus grande honte qui soit dans les élections. Voilà les 3 postulats, les 3 hypothèses qui peuvent être, disons, à la disposition des Blancs, RPG ou bien le présidentiel. Mais toujours est-il que, à Kindia, cette fois-ci, notez bien, nous sommes déterminés à donner une leçon de démocratie à ces gens qui sont nés pour voler les Guinéens, comme si vraiment en Guinée il n'y a pas d'hommes et de femmes patriotes et nationalistes. Bien, peut-être un mot sur votre bilan rapidement. Depuis 2 ans, je crois, vous êtes à la tête de la mairie de Kindia. Qu'est-ce qu'on peut mettre à votre actif? Parce que je vois ici Ahmed Kourma qui se déchaîne, qui dit, pour avoir été récemment à Kindia, j'ai pu vous confirmer plutôt qu'ils ont fait un formidable travail de proximité, route, nettoyage, la jeunesse se mobilise et c'est une excellente nouvelle. Ahmed donc qui est très fier de votre travail. Notre bréviaire. En Guinée, on parle en mettant de côté les lois. Le code des collectivités locales, quand je nos affaires, le 23 octobre 2015, en tant qu'intellectuel et jeune et politicien, je me suis dit, il faut que je parvienne à assimiler le contenu de mon nouveau travail. Je l'ai assimilé, il est là. Il est tellement touché qu'il est déchiré. Tout le temps, je suis avec lui. Je cherche à savoir quelles sont les compétences communales. En Guinée, les communes sont créées pour aider l'État national. On a déchargé l'État national des compétences légères. Et on a laissé les fonctions régaliennes au gouvernement national. Je suis venu, j'ai trouvé, l'administration était paresseuse. Elle était pacifique ou même, passive, autant pour moi. J'ai cherché, n'est-ce pas, à meubler certains services comme en engageant des jeunes, services financiers, état civil, technique et autre chose. J'ai, n'est-ce pas, j'ai ressuscité la garde municipale sur base de l'article 281 du Code des collectivités. Chargé de l'ordre public, la salubrité publique, l'assainissement, ce n'est pas le gouvernement qui assainit. C'est interdit. Bien. Et d'ailleurs, là, il y a un conflit de compétences, même excès de compétences. C'est l'article 29, paragraphe 16, qui attribue aux communes en Guinée la compétence d'assainir la Guinée. Si on peut porter plainte contre le gouvernement guinéen, en France, devant le Conseil d'État, section administration publique, on l'aurait fait en Guinée. Il y a un ex-compétence et ils vont créer ici un conflit de compétences entre une commune et l'État national. Les routes, on les a faites. Reprofilage avec des bélins. C'est parti, je les ai convaincus. Ils m'ont donné un motogradeur, 3 camions. Pendant 2 semaines, j'étais dans les quartiers pour, disons, reprofiler les quartiers où les gens n'allaient même pas à moto, à taxi-moto. 12 quartiers sur 33, on les a fait. Mon bureau était dans la rue. On bossait jusqu'à minuit, 2h du matin, 4h du matin. Il faut aimer son pays. Et la gestion, il faut servir. Et la gestion financière. Et puis, de Belin, la fameuse redevance minière. Je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait de la spoliation économique sur Kindia. Chaque année, de Belin donne 3 milliards de francs guinéens à l'ensemble de Kindia. Je trouve que le MATD, les mines,
les finances et les cadres locaux, n'est-ce pas, sont en connivence contre Kindia. L'article 130 du code minier, n'est-ce pas, prévoit que les redevances minières sont destinées au développement local, développement social, culturel et économique. J'assiste, n'est-ce pas, au partage sans papier. Ils ont dicté comme en classe primaire des chiffres sans aucune base légale. Et ils ont partagé l'argent, j'ai incidenté, vous étiez là, Effectivement. J'ai même porté plainte. Ouais. Et l'argent, je l'ai bloqué à la Banque centrale. J'étais appelé par l'agent de l'État guinéen et par M. Brown Condé. J'ai expliqué que je vais mourir si je suis témoin d'une infraction pénale dans mon pays. C'est comme ça. Bien. Il faut être guinéen ou bien il faut être apatride. En gros, donc finalement, nous avons fait aussi, n'est-ce pas, l'assainissement. Notre gros coup de poing. J'ai ramassé moi-même des selles humaines dans la rue, avec des gants bien sûr, pour faire de la pédagogie politique. C'est-à-dire que dans un pays comme celui-ci, qui se cherche, les hommes politiques doivent être des modèles. Vous faites pour pouvoir inciter, faire imiter. Bien. Au point qu'aujourd'hui, la Kindia était la ville la plus propre, vous comprenez, et les rues, les artères publiques. On était à l'aise à Kindia. Les gens roulaient avec aisance et bonheur. Et même les Blancs commençaient à venir à Kindia pour pouvoir venir. Donc, c'est infini. Le bilan a été sanctionné par les urnes et non par les armes. Parce qu'en démocratie, ce n'est pas les armes qui crépitent, c'est le vote universel, légal, secret qui sanctionne. Et on les a sanctionnés. Et je vous assure, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Et à Kindia, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas à Kindia. Donc, la magouille politique, ça ne passera pas à Kindia. Merci à vous, M. Abdoulaye Ba. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'être venu venir. Vous définissez comment un homme politique modèle? Un homme politique modèle, c'est un homme patriote et même, je dirais, nationaliste, qui met l'accent sur l'international et les nationaux, mais également le respect des lois. Il faut que nous, hommes politiques, nous fassions la pédagogie des lois. Ne parlons pas sans loi, ne travaillons pas sans loi, mais également, il faut qu'on soit dynamique, il faut qu'on soit joyeux, il faut qu'on soit engagé et mobilisateur. Il faut qu'on soit aussi antiraciste. Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Mohamed Mara, on s'invite dans l'univers des vignettes. Et le nouveau ministre du budget, donc, qui a pris cette décision aussi, donc c'est sa première mesure également, monsieur Ismaël Diobaté, qui a pris la décision de suspendre momentanément la vente des vignettes. Pour quelle raison, Mohamed? Alors, j'aimerais commencer, je vais lire juste un petit fragment de l'article 72 de notre Constitution. Vous allez comprendre pourquoi, personnellement, j'appuie cette décision du ministre. L'article 72 dit, parlant des domaines de la loi, en fait, il doit y avoir une loi spécifique pour plusieurs types de questions. L'une de ces questions, c'est l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement et de contrôle des impôts et de toute nature et des contributions obligatoires. Lorsque vous devez prendre des dispositions en matière d'impôts, il est obligatoire que cela soit prévu dans les textes de loi. L'année dernière, vous vous rappelez, on avait demandé à Orange Money dans ce pays, notamment de recouvrer l'impôt. C'est vrai que le citoyen trouvait que cette dématérialisation-là l'arrangeait. Je rigolais pas plus tard qu'hier avec des collègues qui me disaient « Ah, nous, parfois, on ne payait pas parce qu'on ne pouvait pas aller traîner devant les communes pendant des heures. » Mais au moins, l'année dernière, tu pouvais descendre au coin de la rue et acheter ta vignette. Ta vignette. C'est vrai, mais pour que cela soit, il faudrait d'abord légiférer. Autrement dit, la mesure, l'année dernière, l'État a recouvré de l'argent, mais de manière illégale. Et là, l'Assemblée nationale a laissé faire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas prévu par la loi sur les lois de finances en Guinée. Ce n'est pas normal. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, la loi prévoit qu'en matière de fiscalité de ce type, qu'une partie est reversée aux communes. Effectivement. Dites-moi l'argent qui est collecté par Orange Money. Donc, les communes ne vendent pas. À la vente desquelles les communes ne sont pas associées. Comment les communes sauront exactement la part qui leur reviendrait? Ça, c'est une question. Donc, en aval, on va permettre tacitement à des gens de pomper de l'argent public parce que personne ne sait exactement quelle est la proportion qui devrait aller à ces communes. Alors, et la troisième raison, il nous a été annoncé l'année dernière, si vous vous souvenez bien, par le ministre du budget sortant d'alors, qu'on n'avait jamais recouvré autant d'argent sur les vignettes qu'en 2017. Sur la TIV. Je m'inscris en faux, c'est faux. L'année dernière, l'État n'a recouvré que 39 milliards.
Alors que l'année précédente, donc en 2016, l'État avait déjà recouvré 41 milliards. Normalement, avec les moyens d'Orange Money, on aurait dû recouvrer beaucoup plus. Alors si l'État a recouvré plus d'argent, ça veut dire qu'on a pompé de l'argent. Si le ministre et l'administration des impôts affirment... Je crois avoir entendu plus de 100 milliards. Hein, justement, mais c'est qui apparaît dans les comptes. Je sais de quoi je parle, puisque j'ai quand même parlé avec des autorités de premier plan sur ces questions-là. Bien. Je me penche sur cette question et je vais vous envoyer des rapports qui vont vous étayer tout ce que je vous dis. Il y a ce fait-là. Donc, on a annoncé 39 milliards. Si effectivement l'État a recouvré plus de 100 milliards, il est plus qu'urgent que le Premier ministre se penche là-dessus pour demander où est parti le reste de l'argent. Ça, c'est le troisième niveau. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a arrêté la vente? Vous allez vous rendre compte de l'arnaque qu'on est en train d'institutionnaliser dans ce pays. Bien. Vous savez que le gouvernement est tombé, je crois, le 17. Le 17 mai. Le 17 mai, n'est-ce pas? Oui. Le nouveau gouvernement, en fait, a été nommé le 26, si je me trompe. Et puis, il y a eu changement, notamment de ministre, le 29 mai, au ministère du budget. Passation de service. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que le ministre sortant, alors que normalement il s'en allait, avait déjà annoncé la vente des vignettes, la mise en vente de ces vignettes-là du 21 mai au 30 août. En avait-il le droit? Et apparemment, alors qu'officiellement, il a pris le communiqué après la démission. Officiellement, de la démission au moment justement où on leur avait dit d'assurer l'intérim. Vous savez, c'est dans ce studio un vendredi que nous sommes insurgés contre cette mesure. Effectivement. On avait peur de ça. Yes. Et c'est en ce moment que Mohamed Lamine Doumbouya, alors qu'officiellement il n'était plus ministre, il était simplement gestionnaire des affaires courantes, ordonne la mise en vente très rapide des vignettes. Mais le scandale, c'est quoi? C'est qu'en ce moment-là, seul 13% des vignettes étaient disponibles en République de Guinée, avaient été livrées au pays. 13%. Les grandes gueules. Et ces 13% avaient une valeur pour l'État qui n'était pas aussi élevée que ça. Parce que ces vignettes ne concernaient que les motos et les petits véhicules, donc les petites catégories. Or, tout le monde sait que c'est sur les poids lourds, les gros engins, notamment où les vignettes vont parfois jusqu'à 1 500 000 et quelques, que l'État engrange de l'argent. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on s'est précipité pour faire mettre en vente ces vignettes-là. Donc, l'autre question aussi, pourquoi à cette date, on n'avait que 13% du stock? Ça, c'est une autre question. Je pense qu'il serait mieux que je revienne sur les conditions de ce contrat la semaine à venir. Pourquoi je le dis? Parce que les conditions, justement, c'est autre chose. Dans lesquelles l'opérateur a été choisi, l'opérateur donc qui a fabriqué les vignettes, ces conditions aussi sont floues, Mohamed. C'est un autre scandale. Il y a même autre chose. Oui. Même les restes des vignettes qui sont arrivés aujourd'hui, la valeur faciale commandée ne correspond pas à la valeur faciale livrée. L'État perd avec les 7% qui ont été ramenés récemment, rien que ça, l'État perd déjà 6 milliards de 6 milliards de francs guinéens, oui. Ça vous dit un peu, mais je crois que c'est bon de développer ces pans-là la semaine à venir pour ne pas qu'on se fourvoie. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fallu arrêter l'opération? 13% qui ont été amenés. Le ministre est installé le 29. Mais vous savez bien qu'il était au change à la BCRG. Donc, il était de ce côté-là pour évacuer rapidement les dossiers qui étaient avec lui. Donc, jusqu'aux environs du 4 au 5. Il n'avait pas pris réellement fonction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Directement, entre les 4 et les 5, la Direction nationale des impôts convoque tous les agents des impôts à Conakry. Tous ceux de l'intérieur qui sont normalement chargés de vendre ces vignettes. Tout le monde est là. Dès le 29 plus tôt, c'était le jour de la passation, ces gens-là sont rentrés à Conakry. Pendant qu'on procède à la passation, ceux qui doivent vendre les vignettes sont arrivés à Conakry. Et dans le dos du ministre, et à son insu, qu'est-ce qu'on fait? On leur remet ces 13%, on leur dit d'aller vendre rapidement. Alors que toutes les vignettes ne sont pas en Guinée. Ça, c'est la Direction nationale des impôts, bien entendu. Sûr, bien sûr. Ça, c'est... On a essayé d'entrer en contact avec Aboubacar Makissa, le directeur national des impôts ce matin. Impossible, on nous signale qu'il est du côté de Paris, où il prend part au conseil d'administration de la CBG. On a vu des ministres, on a vu beaucoup de gens ici qui interviennent sur nos antennes, même de l'étranger. Oui, mais aucun de ces numéros n'est pas ça. Voilà. On voulait vraiment l'entendre. Alors, un autre scandale autour de ces vignettes. Le ministre demande, il a fait le tour de ses services vers le 5 et il demande, il arrive à la DNI, alors qu'en est-il des vignettes? De la situation des vignettes. De la situation des vignettes. On dit non, monsieur le ministre, on ne peut pas vendre, on a reçu 13% qui sont bloqués, mais on ne peut pas vendre parce que le reste des vignettes n'ont pas été livrées.
alors qu'en réalité, on a commencé la vente à l'intérieur du pays. C'est par les réseaux sociaux. Et c'est là où je veux encourager ces jeunes lanceurs d'alerte. Ouais. C'est par les réseaux sociaux que le département a été alerté. Et par voie de presse, ouais. Et par voie de presse que les vignettes étaient en vente. Malgré les demandes, les questions répétées du ministre, on lui a dit que c'était faux. Lui qui est premier responsable, il n'était pas informé. Il n'était pas au courant. Ouais. Le département n'était pas au courant. Certains conseillers eux-mêmes l'ont appris directement via les réseaux sociaux que les vignettes étaient en vente. Alors, on est à ce niveau. Le ministre dit, bon écoutez, voilà ce qu'on va faire. J'interdis la vente en attendant que le reste arrive. Le reste arrive, il se rend compte que les valeurs faciales ne correspondent pas. J'en ai parlé tantôt, que l'État perd déjà 6 milliards là-dessus. Ouais. Ça, c'est déjà autre chose. Il revient et puisque Orange Money était impliqué dans ces ventes l'année dernière, oui. On décide... Orange Money. Orange Money, oui. Et Orange Money, je parle spécifiquement d'abord d'Orange Money. Oui, oui. Parce que si vous voulez, c'est le moyen que les gens avaient le plus utilisé l'année dernière. Antoine parle de la banque. Cette fois-ci, beaucoup de banques, plusieurs banques ont été approchées et plusieurs banques veulent accompagner la mesure. Mais comme je l'ai dit, dans les conditions normales, il faut légiférer. Il ne faut pas qu'on continue à être dans l'illégalité. Mais c'est le premier couac. C'est le premier couac dans cette mesure. Oui. Orange Money est approché pour livrer une note technique pour qu'on sache exactement combien ont été vendus. Parce que quand on a dit à Orange Money cette année, alors est-ce qu'on peut reprendre la procédure? Orange Money dit l'année dernière on prenait 1000 francs. Par vignette. Par vignette, mais l'argent on n'a pas été payé. Eh bien. Orange Money dit on n'a pas été payé. Donc cette année on exige 7500 francs par vignette. Par vignette. Donc c'est ça qui a amené le ministre à dire mais ça ne va pas donc. Mais ils sont trop gourmands là. Non, Attendez, chat échaudé crée l'eau froide. Donc, Orange Money a exigé 7500 francs, ce qui a obligé le ministre tout de suite, dans un premier temps, à arrêter le process pour voir un peu plus ce qui s'est passé. Et une note technique a été demandée à Orange qui a déposé la note technique. Mais à ce jour, c'est un méli-mélo, mais qui ne dit pas son nom autour de ce dossier. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. J'aimerais davantage soulever quelques questions sur marché avec Orange Money. Quels étaient les critères qui sous-tendaient ces marchés-là? C'est très important. Où sont notamment les conventions qui lient le département à Orange Money? Orange Money ne veut pas passer de 1000 francs à 7500 francs guinéens comme ça. Tout d'un coup, ce n'est pas simplement parce qu'elle n'a pas été payée. Ça, c'est la première question. Secondo, elle n'a pas été payée. Alors que dans les conditions normales, l'État s'est déjà acquitté de ce travail. Où est passé cet argent? Tertio, quelle est la différence? Quel est le gap aujourd'hui? Il faut aujourd'hui un audit de cette histoire de vignette sur l'année 2017. Ouais. Apparemment, beaucoup d'argent est rentré. Mais on a annoncé que 39 milliards. Contrairement à la perception qu'on avait eue tous, parce que c'est ce qu'on nous avait dit, que l'année dernière, il y a eu plus de performances que toutes les années précédentes. Ouais. 2016, c'était 43 milliards. Qu'on nous explique où est passé donc, ça veut dire le reste. Officiellement, ce qui a été reçu dans les comptes, dans les livres de l'État, au Trésor public, c'est nettement inférieur. D'ailleurs, c'est inférieur aux recettes de l'année précédente. Et c'est nettement inférieur à ce qui était, si vous voulez, projeté. Oui. Donc aujourd'hui, il y a un souci à ce niveau. Ouais. Il se susure que autour de ce dossier, c'est une véritable nébuleuse pour pomper de l'argent. C'est-à-dire, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien Orange Money a engrangé, notamment dans les préfectures de l'intérieur du pays. Ouais. D'ailleurs, elle n'est pas présente partout à l'intérieur du pays. Et à l'intérieur du pays, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Orange Money n'aurait vendu qu'à Conakry et dans les 8 régions, dans les 8 capitales régionales. Pratiquement. Donc ça ne suffit même pas. Ça ne suffit même pas. De l'autre côté, c'est la question des communes. C'est la question des communes. Ouais. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'assainissement et autres. On oublie très souvent que même ces mesures annoncées actuellement sont illégales. L'argent qu'on est en train d'utiliser en ce moment, c'est de l'argent illégal. Parce que ça fait partie des compétences des communes. Effectivement. Cet argent-là doit aller aux communes. Mais vous avez des cadres. Aujourd'hui, c'est le TPI. Hier, c'était l'administration du territoire. Avant ça, c'était l'armée. Avant cela, et d'ailleurs depuis toujours, c'est le gouvernorat. Cet argent ne doit pas se retrouver, ces milliards. Les gens ne veulent pas régler cette question parce que c'est des milliards qui circulent dans cette histoire d'assainissement. Oui.
C'est même un faux problème que de dire on va recruter des jeunes pour aller faire ça. Où dans le monde? Allez partout dans le monde. Vous ne verrez pas un pays sérieux qui réserve comme premier emploi à sa jeune population l'assainissement. Donc, les jeunes de Guinée, ils étudient et après leurs études, ce qu'on leur réserve pour se faire un peu de sous, c'est de curer les caniveaux. C'est ça, ce qu'on nous réserve. Mais sur cette question d'impôt, il y a beaucoup de choses encore à dire. On va revenir sur cette perte de valeur faciale. Certainement dans d'autres émissions. Mais encore une fois, ces enquêtes-là, contrairement à ce qu'un auditeur disait, ça ne concerne personne. Ce sont des principes légaux qui ont été violés purement et simplement. Jusqu'au principe même de passer ce marché-là à Orange Money. Orange Money ne peut pas se substituer à l'État pour recouvrer les impôts. Si cela devait se faire, la moindre des choses à faire, c'était de retoucher la loi. Ce qui n'est même pas compliqué dans un pays où l'Assemblée nationale laisse systématiquement passer tout ce qui vient comme projet de loi. Donc à date, on en est à ce niveau, il faut que tout est arrêté, il faut que tout le monde s'explique. Et je ne pense même pas qu'on puisse vendre les vignettes tout de suite. Parce que les vignettes, les 87% qui viennent d'être livrés lundi dernier, ces 87% font davantage perdre de l'argent. Parce qu'on n'a pas respecté les catégorisations. Ça veut dire que l'État ne peut même pas vendre pour le moment les vignettes. C'est ça le souci. Ça risque d'être une grosse perte pour le budget de l'État. Allez-y, Bassekou. Oui, mais on devrait aussi... le Premier ministre qui fait de la lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements de fonds, à mon avis, devrait rapidement essayer de se saisir du dossier, réclamer un audit pour comprendre d'abord comment l'année dernière, les montants qui devraient être retournés à Orange Money, parce que Orange Money réclamait, d'après les explications de Mohamed Mara, 1000 francs sur chaque vignette vendue, puisque ce montant n'a pas été versé à Orange Money, alors qu'on nous dise que concrètement, au niveau du ministère du Budget, au niveau de la Direction nationale des impôts, qu'on nous dise clairement où sont partis ces 1000 francs qui ont été prélevés sur chaque vignette vendue et qui devraient revenir à Orange Money. Donc des montants donc, qui n'ont pas été versés à Orange Money et certainement qui ne sont pas allés aussi dans les caisses de l'État. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, on apprend dans le compte rendu de Mohamed Mara que le nouveau ministre qui est venu n'a pas donné l'instruction, n'a pas donné l'ordre, en tout cas, de procéder à la vente des vignettes. Alors, si ce n'est pas fait, du côté de la Direction nationale des impôts... On accuse un certain Komara, qui est responsable de la TIV, la taxe unique. Est-ce que c'est lui seul? Ils ont été déjà interpellés sur cette question. Ils ont dit que c'est par un mail de l'ancien ministre, Mohamed Lamine Doumbouya, qu'ils ont été instruits de découler. C'est très grave. Mohamed Lamine Doumbouya, lui, qui vient d'être nommé comme ministre conseiller à la présidence de la République. C'est une décision illégale parce qu'il a pris ce tact au moment où il n'était plus ministre en fonction. Il assurait tout simplement l'intérim. Je pense que quand on dit l'assainissement des finances publiques, l'assainissement de l'administration, justement, ça doit passer aussi par cela en posant des actes légaux. Parce que c'est ce qui fonde, à mon avis, comme on appelle la garantie, la valeur même de notre administration. Merci. Aujourd'hui, du côté de ces recouvrements-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Merci. Toutes les personnes qui sont citées dans cette affaire, à mon avis, doivent s'expliquer pour savoir ce qui se passe exactement. Merci, Bassekou. Allez-y, Mafoudia, très rapidement. Alors, on est tous unanimes qu'il y a assez de magouilles un peu partout. Ouais. La presse fait son travail, les ONG, l'État, il faudrait que chacun joue son rôle pour justement... mettre fin à ces pratiques. On a un nouveau Premier ministre qui dit vouloir lutter contre la corruption. C'est du pain béni de telles déclarations. C'est vrai qu'on en a fait. Mais après, la question qu'on se pose, c'est quelle suite? Je vais déjà commencer avec le cas des communes. Personnellement, je voudrais bien qu'on permette à ces communes d'engranger de l'argent pour l'entretien des infrastructures locales. Ouais. C'est très important. Je préfère cela que d'enrichir les sociétés comme Orange Money et autres. C'est très important. Moi, c'est mon avis. Maintenant, pour revenir sur le cas de ces scandales, on en a cité tellement. Mais aujourd'hui, prenons l'exemple sur le cas de l'OGC et de l'OGP. On en a parlé, mais aujourd'hui, est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Qu'est-ce qui est prévu? Ce sont des... Quelle procédure? Là-bas, il y a une procédure judiciaire qui est déclenchée. C'est justement à cela que je veux appeler. Parce qu'il est important, il ne s'agit pas de démettre les personnes de leurs fonctions. Il faut qu'il y ait une procédure et qu'à la fin, si c'est amende qui doit être payée, qu'on paye. Si la personne doit purger une peine, que la personne purge la peine. Et si aussi, il est d'ailleurs, c'est ce qui est généralement fait. On doit essayer de récupérer les biens de
l'État à travers les avoirs de cette personne. Je dis, pour moi, la procédure judiciaire, elle est très importante parce que c'est ce qui permet effectivement, parce que si les personnes volent aujourd'hui, on se contente juste de les démettre de leurs fonctions et de les remettre ailleurs. Je vous jure, il n'y aura aucun changement. La corruption va continuer. Le problème dans le cas de l'OGP, l'OGC, c'est qu'il n'y a pas de rapport définitif sur le cas de l'OGP. Justement, la justice va travailler. L'agent judiciaire de l'État, il attend toujours ce fameux rapport. Il doit s'impliquer davantage. Là-bas, il y a une vice de forme. J'avais dit que c'était une bêtise. J'avais dit que c'était une bêtise. Comment, par décret d'un président, on va démettre un directeur général d'une société anonyme en bypassant complètement la procédure, parce que la procédure, c'est que c'est le conseil d'administration qui peut le faire, et aujourd'hui c'est compliqué comment ils vont même le poursuivre, puisqu'il n'y a pas un rapport définitif. Et pour qu'il y ait ce rapport définitif, il faut les rapprochements qui n'ont pas été faits. Et ça, c'est pour des cas comme ça, j'ose croire qu'on peut rétablir les faits, et encore, même s'il faut reprendre la procédure, vérifier si effectivement il y a eu détournement ou pas, et s'il y a détournement, sanctionner. Pour moi, c'est l'étape la plus importante, parce qu'après, c'est ce qui permet aux gens d'arrêter de voler, et surtout qui doit servir d'exemple. Pour moi, c'est très important. Donc, le Premier ministre qui promet de lutter contre la corruption n'a qu'à s'y mettre. Sur le cas des vignettes, qu'on laisse la gestion aux communes, même si à ce niveau aussi, il y a tellement de choses à dire, parce que quand on sait que même quand il y a l'argent... Ah oui, la meilleure gestion, c'est ce qu'on demande à... Ben non, on ne gère pas les vignettes, mais elle est associée à la vente. Avant. Vous savez pourquoi ce qu'elle dit est pertinent? Parce que chaque commune, normalement, perçoit quelque chose. Perçoit 50% donc, de la vente. Attendez, Bassegou, il faut qu'on s'explique. Attendez, on va s'écouter. Chaque commune doit percevoir 50% de la vente des vignettes. Alors, comment voulez-vous faire le partage entre les communes si on ne sait pas combien de vignettes ont été vendues dans chaque commune? Parce que c'est fonction du nombre de vignettes vendues par commune. Alors, si vous voulez faire... Attendez, je vous explique, Bassegou. Si vous voulez donner le même montant à l'Abbé et à l'Elouma, par exemple, alors que l'Abbé vend plus de vignettes que l'Elouma, vous ne pensez pas que c'est de l'injustice? Ça ne marche pas comme ça. Mais ce qu'il faut faire dans ce cas, je pense, il faut associer les communes à la... C'est ce qu'elle dit. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Il faut que les représentants des communes là soient représentés, parce que pour le moment, vous n'avez même pas des exécutifs communaux au niveau qu'on appelle de... Bien sûr. D'où la nécessité aussi d'aller très vite à tout ça. C'est ce qui se faisait, donc il faut revenir, même si dans l'ensemble, on a apprécié la rapidité avec le process. Justement, il faut sécuriser, faciliter l'obtention de ces vignettes au niveau des... Et maintenant, lorsqu'il y a l'argent, une meilleure veille sur une meilleure gestion, on sait que c'est là le gros problème, mais toujours est-il que si on veut aujourd'hui que la Guinée se développe à la base même, il faut une meilleure gestion, et surtout, il faut mettre en place des mécanismes qui puissent permettre une rentrée de l'argent. Donc moi, je suis favorable au retour de l'ancien système. Mais qui soit mieux encadré. Exactement. Bien. Parce qu'on peut quand même contrôler. C'est-à-dire que si vous mettez 10 000 vignettes à la disposition de la commune de Cancan, mais vous réclamez en retour le montant correspondant. C'est aussi simple que ça. Voilà. Allez-y, Jacques. Pour les vignettes, c'est ça, mais en même temps, il faut s'intéresser peut-être au budget, parce que celui qui est cité dans ce dossier, c'est Mohamed Lamine Doumbouya, le ministre du budget, qui nous a annoncé il n'y a pas longtemps la baisse des recettes. L'ancien ministre du budget, il a annoncé la baisse des recettes, et l'explication qu'il nous donnait, c'était le fait qu'il y avait eu des violences à Boké, donc baisse des recettes minières. Mais je crois, quand on... Recettes douanières. Attention. Non, il y a eu d'abord... D'où était parti... Oui, mais surtout il y a recettes minières, recettes douanières aussi. Alors, aujourd'hui, peut-être, puisqu'il est devenu super conseiller à la présidente de la République, il pourrait nous donner des explications. Est-ce que les impôts aussi ont été sérieusement touchés, surtout les vignettes? Voilà, puis c'est important de le savoir, parce que si la vente a été confiée à Orange Money, et puis on constate, contrairement à ce qui a été dit, qu'on en a vendu peu, qu'est-ce qui pourrait occasionner, en tout cas les jours à venir, en tout cas pour le reste de l'année, la baisse des recettes? Les grandes gueules. Merci Jacques. Allez-y Antoine. On nous signale que 12 000 vignettes sont déjà vendues. Hein. Ces révélations de Mohamed Mara, je sais qu'il les tient de sources bien informées, et s'il s'avère exact,
Medoum, comme on l'appelle, et c'est comme ça que l'appelle Maladou Kaba, Medoum, qui est aujourd'hui conseiller du président de la République, doit s'expliquer. Parce que nous apprenons que durant sa gestion, beaucoup de choses lui sont reprochées. Le président, à l'époque, on a eu comme l'impression que Medoum avait nommé autour de lui des personnes qui étaient non seulement proches de lui, mais qui n'étaient pas nommées par décret et qui percevaient des salaires très élevés à hauteur de 20 millions, voire de 25 millions. Ouais. Alors, ce ministre... Il y a 8 conseils à peu près comme ça, 8 à peu près comme ça. Assistants. 8 assistants de ministre qui l'auraient lui-même recruté comme ça. Qui percevaient des salaires à hauteur de 20 millions. Qui touchaient des salaires comme ça aussi au Cambodge. À hauteur de 20 millions et qui étaient très amis avec Maladou Kaba. Les grandes gueules. Je ne la lis pas à ce qui se passe, mais il faut rappeler que Mohamed Lamine Doumbouya, qui est devenu conseiller du président, certes, on lui reproche beaucoup de choses, mais si ça a été le cas, j'estime que le président y a quelque chose. C'est lui qui l'y a encouragé. Alpha Condé, sachant pertinemment pourquoi il a dégommé Mohamed Lamine Youla, s'il le rappelle, plutôt Doumbouya, s'il le rappelle auprès de lui pour être son conseiller, c'est que c'est une façon de le protéger. Merci. Il le couvre, et pour moi c'est important que Kassouri Fofana se penche là-dessus. Et pour le cas du DNI, Marissa, il faut qu'on en parle. Parce que, dans les révélations faites par Mohamed Maram, il a dit clairement que c'est lui qui a ordonné la vente des vignettes. Il a reçu l'ordre de qui pour la vente de ces vignettes-là? Si c'est le cas, il est certes en voyage, mais il va revenir. À son retour, c'est important que Marissa également nous dise ce qu'il en est. Bien, on va y revenir, Antoine. Merci déjà, on est malheureusement arrivé au terme de cette émission. Voilà. La radio, c'est l'heure. Merci à vous tous. Merci à l'équipe des Grandes Gueules, l'équipe du jour. Merci à toute l'équipe des réalisations. Et ce dernier message qui nous tombe, bonjour à Bouakar. La chargée de com du ministère du budget touchait une prime de carburant de 60 millions de francs guinéens par trimestre. Bien. Ainsi va la Guinée. Merci à Mamoudou Kondé, le colosse qui était à la réalisation du côté de la télé. Amadou Sow, le doigté magique également à sa façon du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de cadrage, Awal, mais aussi Yakuba et leur assistant. Merci de l'attention. On remet tout ça lundi avec le retour, si Dieu le veut très bien, le retour aux commandes du Turbo pour la dernière semaine au compte de la saison donc en cours. Portez-vous bien, au revoir.